barakatuh mes chers élèves de troisième année, j'espère que vous allez bien. Ici, pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter la leçon que vous avez déjà vue en primaire, puis en classe de première année, cycle collégial. Mais vous allez voir qu'il y a une différence que la notion que vous avez appris est celle-là concernant le thème de la respiration. Ala barakatillah. Donc le thème c'est chapitre 3, la respiration et hygiène de l'appareil respiratoire. La première séquence, les échanges gazeux respiratoires entre les poumons et le sang, comment vont-ils se produire? Donc voilà, on voit ici un homme en train de nager, mais ici on voit qu'il a ouvert la bouche. Pourquoi? Alors pour bien respirer, parce qu'il ne peut pas respirer à l'intérieur de l'eau. Donc c'est quoi la respiration? Comment se produit-il cette respiration? Alors commençons par voir un texte historique de la respiration. Quelle était la notion de respiration au XVIIIe siècle? Il y en a trois savants qui ont chacun dit sa vision, bien son opinion sur la respiration. Donc à l'époque de Lavoisier, 1743-1794, on croyait que les phénomènes internes de respiration se déroulaient au niveau des poumons. Et plus tard, Claude Bernard, 1878-1813, limitait ces phénomènes, c'est-à-dire de respiration au son des capillaires, c'est-à-dire les petites vaisseaux sanguins. Alors que Paul Burt, en 1833-1886, supposait se produisent, c'est-à-dire ces géants se produisent au niveau des tissus cellulaires. Et il a travaillé dans son étude, ses expériences, des échanges gazeux respiratoires au moyen d'un protocole expérimental similaire, c'est-à-dire qui ressemble à celui qu'on va vous présenter dans ce document. Alors voyons voir ce protocole expérimental. Ici vous avez normalement, je vais vous présenter la légende, la première expérience dans un bain-marie, deuxième expérience et la troisième expérience. Alors le numéro 1, c'est un morceau de viande qui est frais, voilà. Ici en bas, vous avez un morceau de coton dans un tube de roue et en bas, vous avez l'eau de chaud. Ici, vous avez un récipient coloré qui est relié par un tube à dégagement à ce tube-là. C'est la même chose pour les autres, mais ça diffère des éléments que se trouvent dans le tube de roue. Donc un morceau de viande qui est mort ici. Numéro 3, ici vous avez expérience témoin, c'est-à-dire il n'y a rien à l'intérieur, seulement l'eau colorée et l'eau de chaud. La quatrième, bain-marie, tout ça, c'est-à-dire un bain-marie dont on a mis de l'eau à 37 degrés. Ici, vous avez de l'eau colorée en cinquième, c'est-à-dire le bain qui est ici, voilà. Alors, l'eau de chaud qui est trouble en 6, voilà. Et le 7, c'est l'eau de chaud qui est claire en expérience 2 et 3. Donc voilà, si on fait la comparaison entre ces trois, on constate qu'il y a l'une des expériences où il y a des changements, c'est-à-dire l'expérience numéro 2. Alors pour les autres, plutôt numéro ici, c'est là, pour les autres, il n'y a pas de changement. Voyons voir pourquoi. Alors, on va essayer de prendre seulement cette expérience pour la détailler un petit peu. Donc, on a ici l'eau colorée au début de l'expérience, ici l'eau de chaud qui est claire au début de l'expérience. Mais après, on constate qu'il y a une montée dans le type capillaire de l'eau colorée et l'eau de chaud est devenu trouble. Alors, comme vous le connaissez en première année, l'eau de chaud se trouve sous l'action de quoi? Sous l'action de quel gaz? Bien sûr, le gaz, le dioxyde de carbone. Donc ici, il y a une montée de l'eau colorée, c'est-à-dire il y a une aspiration, c'est-à-dire il y a manque ou bien diminution de la quantité d'air qui se trouve ici. Donc le gaz qui a diminué, c'est le gaz, c'est le O2, parce que l'azote c'est un gaz non respiratoire, le CO2 est une petite quantité qui sera absorbée par l'eau de chaud, ça reste le O2 qui a été absorbé et diminué dans ce protocole expérimental. Donc l'interprétation des résultats, on vient de voir que alors la montée de l'eau colorée, absorption du O2 par les muscles et le trouble de l'eau de chaud grâce au gaz CO2.
Alors maintenant, on va prendre, il y a des vaisseaux sanguins, tous nos organes se relient avec des vaisseaux sanguins, pour s'alimenter bien sûr. Donc on a pris du sang grâce à une seringue le sang qui arrive au muscle, et puis lorsqu'il sort du muscle, on a aussi prélevé du sang pour analyser et voir qu'est-ce qu'il contient. Alors, on va faire la comparaison entre les gaz entrants et les gaz sortants au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, les alvéoles pulmonaires, vous les avez vus en première année dans l'appareil respiratoire, dans les poumons. Les extrémités des bronchioles sont constituées par des alvéoles. Donc, on a pris le sang qui entre, on a fait l'analyse, on a trouvé qu'il y a 15 ml de O2 et 53 ml de CO2. Alors que le sang qui va sortir, on a ici 20 ml de O2 et 49 ml de CO2. Si on fait la comparaison, on constate qu'il y a le sang qui s'enrichit ici en O2 et il s'appauvrit en CO2. Alors, ce tableau-là nous montre une autre chose, c'est-à-dire le muscle pendant le repos et pendant l'activité. On a fait les analyses de sang en ce qui concerne le O2 ou le CO2. Donc, le sang qui arrive au muscle au repos, par la quantité de O2. Pendant l'activité, 13,3, un peu plus grande. Pour le CO2, le repos 51, l'activité 48. Alors si on compare ici le repos, le sang qui entre 13,1, alors qui sort 11,0, donc il y a une diminution du taux de O2. L'activité, il y a 13. Ici, il y a 1,8, donc très grande différence entre ça et ça. Ça veut dire que quoi? Que le muscle, il a consommé plus de dioxygène pendant l'activité. Pendant le repos, 51,5. Alors, pendant le repos, toujours le sang qui va, le sang repartant du muscle, la quantité 53. Alors, pendant l'activité, c'est 62, une très grande quantité. Ça veut dire que, d'une manière générale, que pendant le repos et pendant l'activité, le muscle consomme le O2 et dégage le CO2, mais la quantité et le taux diffèrent. Le taux de O2 augmente pendant l'activité et ainsi que le taux de CO2 dégagé augmente aussi pendant l'activité musculaire. Ça veut dire que le muscle, il respire, consomme le O2 et dégage le CO2. Alors, à partir du texte historique, de l'expérience et de l'analyse du tableau, expliquer les résultats expérimentaux et montrer qu'ils confirment l'hypothèse de Paul Burt. Alors ici, voilà ce qu'on a vu. Donc ici, vous avez un schéma qui nous montre que ce qui se passe. Donc, le sang entrant, il va se débarrasser de O2 qui va être passé dans le muscle, et le CO2, les muscles, va dégager le CO2 qui va passer dans le sang pour revenir vers les poumons. Donc le sang, avant de traverser le muscle, est riche en O2 et quand il sort, son volume diminue. De plus, le sang sortant du muscle est saturé en CO2. Ce processus se déroule au niveau de tous les organes, que ce soit le foie, que ce soit le muscle, que ce soit n'importe quel organe. Et puisque le muscle est un organe et que l'organe est composé de nombreuses cellules, donc on peut en déduire que les cellules respirent. Alors l'hypothèse de Paul Burt est confirmée. Alors, mais qui assure la respiration des cellules, qui lui apporte le O2 et lui libère du gaz carbonique, dioxyde de carbone. Bon, voilà, ici vous avez un appareil que vous connaissez déjà, c'est l'appareil respiratoire. Voyons voir l'intérieur, si on fait une coupe, on voit qu'il y a ici des canaux, voilà, la coupe transversale d'un poumon. Donc on va prendre cette partie-là et on va l'agrandir. Donc ici, la trachée artère qui se divise en deux branches, eux-mêmes ils sont divisés en bronchioles. L'extrémité des bronchioles, on va l'agrandir pour voir mieux sa structure. Donc voilà, bronchiole et qui se termine par des sacs alvéolaires. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'il est riche, il est très vascularisé. Beaucoup de vaisseaux sanguins qui entourent ces sacs alvéolaires. Quelle relation est-il entre les deux? On va le voir. Donc bronchiole, ici vous avez artériole, des vaisseaux sanguins de petite taille. Les
Les veines de petite taille, on les appelle les artérioles. Les petites tailles des veines, on les appelle des vénules. Donc l'artériole, je pense que c'est l'inverse. L'artériole, c'est en rouge et la vénule, c'est la bleue. C'est l'inverse, je m'excuse. Alors ici, vous avez les alvéoles pulmonaires et ici, vous avez un sac qui est composé par plusieurs alvéoles. Voilà. Alors ici, vous avez un schéma. Ici, l'alvéole représenté par ça et qui est entouré par des vaisseaux sanguins. Et ici, on a le sang entrant qui est riche en quoi, on va la voir, et ici qui va sortir. Alors, on va voir le texte et on va revenir à ce schéma-là. Donc, voyons voir un texte physique normalement qui nous parle des transports des gaz ou bien de diffusion des gaz. Alors, le document montre le mécanisme des échanges gazeux respirateurs entre l'air alvéolaire et le sang. Donc, PO2, ça veut dire la pression de O2, c'est-à-dire la force que les molécules d'oxygène, dioxygène exercent sur la paroi alvéolaire. Alors, le PCO2 représente la pression du CO2, dioxyde de carbone, c'est-à-dire la force que les molécules de CO2 exercent sur la paroi des alvéoles. Alors ici, l'information vous dit que si vous savez que les gaz se propagent, vous avez vu ça en physique, de la zone où la pression des gaz est élevée vers la zone où la pression de gaz est faible. Si par exemple nous sommes dans une classe, la pression de CO2 est plus grande que celle à l'extérieur, si on ouvre la porte et la fenêtre, bien sûr le CO2 va entrer et le CO2 qui est dans la classe, il va sortir, et le O2 qui est à l'extérieur de la classe, il va entrer. Et après, alors la propagation s'arrête, cette propagation des échanges gazeux, ou cette diffusion des gaz s'arrête lorsque les deux pressions sont égales. La pression de gaz est égale des deux côtés de la paroi de séparation entre les deux régions. Alors revenons ici pour appliquer ce qu'on vient de voir dans ce texte-là. On vous demande d'indiquer le sens des diffusions de O2 en se basant sur les données de ce texte. J'y suis votre réponse. Alors on vient ici. Donc ici, ça, c'est le son qui entre. Voilà, la pression de O2, 5,3. Alors la pression de PO2 est 13,3. Donc en se basant sur la règle physique qui dit que les gaz se propagent de la zone où la pression est plus élevée vers la région où la pression est basse. Donc ici, obligatoirement, le O2 va passer de l'alvéole pulmonaire vers le sang. Alors que pour ici, le CO2, on a 6,1, alors qu'ici, on a seulement 5,3. Donc le CO2 va traverser la paroi de l'alvéole pour arriver ici pour être expulsé pendant l'expiration. Alors, de l'air alvéolaire vers le sang où la zone où la pression est plus élevée vers la zone où la pression est moins élevée. La question suivante, normalement, on vous indique de représenter par des flèches rouges le sens de cette division. Donc le O2 va passer de l'alvéole pulmonaire vers le sang, alors que le CO2 va passer de l'autre sens. Alors le CO2 se propage du milieu à pression plus élevée, c'est-à-dire du sang vers l'alvéole pulmonaire où la pression est moindre. Voilà. Alors ici, on vous demande de montrer la nécessité de renouvellement de l'air alvéolaire en se basant sur le principe de division des gaz. Donc pour qu'il y ait une diffusion des gaz, il faut qu'il y ait une différence de pression entre les deux. S'il n'y a pas de différence, si les gaz sont égales, c'est la diffusion normale, si les gaz, il n'y a pas de changement de pression, normalement, les gaz ne peuvent pas être diffusés. Donc il faut qu'il y ait normalement une différence de pression entre les deux gaz. Alors, s'il n'y a pas de renouvellement de l'air alvéolaire, c'est-à-dire lorsqu'on inspire, on fait entrer de l'air nouveau air qui est riche en O2. Alors, la pression du CO2 de part et d'autre de la membrane des alvéoles pulmonaires se stabilise, donc ça reste la même. Et par conséquence, pas d'échange de gaz respiratoire entre le sang et l'air. Donc on doit normalement inspirer de nouveau pour faire entrer un air qui est nouveau, qui est riche en O2, et puis on va sortir le CO2 qui est venu du sang. Alors voilà, on vous demande de remplir ce qui est vide, on complète ce document-là. Donc ici, vous avez une flèche qui indique l'air qui est riche en quoi, qui va sortir, et
l'air qui va entrer. Donc l'air qui va entrer, il sera riche en O2 et qui va sortir, il sera riche en. Alors que le son qui va sortir, il sera riche en O2 parce qu'il est venu des alvéoles, alors que lorsque le son entre, il est normalement riche en CO2 qui va être débarrassé au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc, qui assure la respiration cellulaire. Donc, l'air pénètre dans les poumons pendant l'inspiration, saturant au départ en CO2. Au niveau des alvéoles pulmonaires, dans la paroi mince, entourée d'un réseau de capillaires, des échanges gaz respiratoires ont lieu. Donc, le O2 passe de l'air alvéolaire vers le son et le son est libéré du CO2 qui passe dans les alvéoles pulmonaires et sera évacué pendant l'expiration. Donc, en conclusion générale, au niveau des poumons, le processus qui se déroule, c'est le renouvellement de l'air, c'est la ventilation. Quant à la respiration, c'est-à-dire l'utilisation de O2 et le dégagement de CO2 est une fonction cellulaire. Au niveau de la cellule se produit. Voilà ce qu'on appelle la respiration. Ce que vous avez vu en première année, en primaire, c'est la respiration, ça se produit pas au niveau des poumons, mais ce sont des échanges gazeux respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. Mais la respiration proprement dite, c'est celle-là. C'est l'utilisation de O2 et le dégagement de CO2. Devient ça, la consommation ou bien l'oxydation du glucose nous donne de l'énergie qui sera utilisée par l'organe, généralement par le muscle, et le dégagement de CO2 et aussi de l'eau. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien fait la différence entre la respiration qui se produit au niveau des cellules et celle que vous avez vue en primaire et en classe de première année. Merci de votre attention et j'espère que vous avez compris un petit peu. Alors, j'inspire le positif et j'expire le négatif pour vous encourager à travailler, à travailler, à travailler. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.